Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, une édition pour faire le tour de l'actualité locale. Voici les titres de ce mercredi 20 janvier. C'est un des chantiers les plus conséquents en matière de transport en Ile-de-France. Le RER-E doit être prolongé de Paris à Mantes-la-Jolie à l'horizon 2024. Les travaux se poursuivent notamment dans les Yvelines où une troisième voie est créée à proximité directe de la Seine. Le point avec Xavier Grus, directeur du projet EOL. Rencontre avec Sophie Fourmeau qui exerce une profession rare. Cette abat-jouriste de Voisins-le-Bretonneux a reçu récemment le trophée savoir-faire du concours Créatrice d'avenir, une reconnaissance qui va lui permettre de s'agrandir et de transmettre sa passion. Et puis cet ouvrage de 1932 va bientôt disparaître. Le moulin de Saint-Cyr va être racheté et détruit par Versailles Grand Parc. Un projet d'envergure en vue des JO 2024, tout proche du site olympique des épreuves équestres. À suivre également dans ce journal un nouvel espace pour le coworking ouvert à Saint-Germain-en-Laye et c'est dans une ancienne gare. Actualité autour des transports aujourd'hui dans ce journal avec tout d'abord des perturbations à prévoir demain jeudi sur les RER A et B. L'intersyndicale de la RATP appelle les conducteurs à la grève. La raison, protester contre des pressions managériales constantes et la non-reconnaissance financière. Et de ce fait, vos conditions de circulation seront compliquées demain sur les deux lignes. Vous le voyez, prévoir un train sur deux pour le RER A, un train sur deux également pour le RER B, mais aux heures creuses. Deux rames sur trois circuleront en revanche aux heures de pointe. Plus d'informations sur le site de la RATP. Le projet d'extension du RER-E vers l'ouest se poursuit. Il prévoit à terme un prolongement de 55 km de Paris à Mantes-la-Jolie. Pour en parler, Xavier Grus est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Par visioconférence, vous êtes le directeur de ce projet nommé EOL. Dans un instant, on fait le point sur le dossier avec vous. Reportage d'abord sur un chantier de la ligne entre Épône et Mantes-la-Jolie, où une troisième voie est en cours de création actuellement. D'ailleurs, une partie de cet ouvrage est construite directement sur la Seine. Les précisions d'Astrid Bergère. Les travaux de prolongement du RER-E avancent. L'un des gros chantiers de ce projet, c'est la création de cette troisième voie. Le but du travaux est de créer une voie supplémentaire entre les gares d'Épône-Mézières et de Mantes Station, soit environ 3 km. Cette voie permettra de fluidifier le trafic ferroviaire et apportera de la robustesse et améliorera la régularité de l'exploitation ferroviaire. En cas de retard d'un train, d'une panne ou d'une plus faible vitesse sur l'une des deux voies, un dépassement pourra être possible sur cette troisième voie. Et pour la créer et conserver un chemin pour piétons et cyclistes, il a fallu construire sur la Seine. Nous sommes ici au droit du futur chemin de halage. Donc, dans le cadre de travaux, nous avons élargi de 4 mètres la berge avec un mur de soutènement en pale planche pour permettre de maintenir ce chemin de halage au public à l'issue de nos travaux. Jusqu'à 100 personnes travaillent quotidiennement sur le chantier de cette troisième voie. Aujourd'hui, on est sur les travaux de génie civil et de terrassement en cours. Nous commençons aussi la pose des équipements ferroviaires, notamment les supports caténaires. La pose de travaux voies commenceront au mois de mars de cette année. Les travaux sont prévus jusqu'août 2023 avec la mise en service. Avec de tels travaux, il a fallu penser à la faune et la flore. Les plantes rares présentes sur le site ont été replantées ailleurs et un espace pour favoriser la reproduction des poissons va être aménagé. Xavier Grus, une question me vient en voyant ce sujet, avant que l'on parle plus généralement de ce projet de RER-E, du prolongement de ce RER-E. On sait que la Seine est parfois capricieuse avec un fleuve qui sort parfois de son lit. Que se passe-t-il justement en cas d'inondation de ces voies ? Écoutez, on a effectivement intégré le risque de crue et on sait que ce risque va être important. On a connu des crues déjà importantes sur le chantier, donc on a tout un plan de repli en cas de montée de la Seine. L'objectif, c'est bien sûr d'éviter toute dégradation du milieu naturel, pollution et autres, et puis également de pouvoir dégager les volumes qu'on pourrait occuper dans le lit. Donc ça fait partie des éléments sur lesquels on est engagé. Il y a un suivi extrêmement précis et rigoureux qui est fait, et donc en cas de crue, ces plans sont activés en lien très étroit avec les services de l'État, les services de police de l'eau, et donc c'est des éléments qui sont totalement intégrés dans nos politiques environnementales. Alors je le disais avant le sujet, vous êtes le directeur du projet EOL. C'est un chantier titanesque qui se poursuit, entamé depuis 2016. Le prolongement du RER-E prévoit de relier les gares d'Haussmann-Saint-Lazare à l'ouest de l'Île-de-France, terminus Mantes-la-Jolie. Pourquoi c'est une future offre intéressante pour les utilisateurs de transport en Île-de-France ? Pourquoi finalement il fallait cette connexion avec l'ouest de l'Île-de-France ? Alors aujourd'hui, l'axe le plus important de déplacement en Ile-de-France, en transport en commun en particulier, c'est l'axe Est-Ouest. Le RER-A est la ligne la plus chargée aujourd'hui du réseau RER. Et donc l'objectif, c'est de venir soulager cette ligne qui était déjà très chargée, puis de venir aussi la doubler. C'est-à-dire s'il y a un problème sur le RER-A, d'avoir une infrastructure de capacité équivalente.
L'enjeu aussi du projet EOL, c'est de venir améliorer très sensiblement la desserte de la vallée de la Seine jusqu'à Mantes-la-Jolie. Et donc l'objectif du projet, c'est d'améliorer cette desserte de manière très substantielle en quasiment doublant l'offre par rapport à la ligne J actuelle. Les trains aujourd'hui qui vont jusqu'à Mantes sont assurés par cette ligne-là. L'objectif, c'est d'offrir 2 fois plus de trains, avec notamment 4 trains toute la journée, tous les quarts d'heure, un train dans les 2 sens, qui permet de relier Mantes et toutes les villes de la vallée de la Seine à la partie centrale, Paris, et également toute la desserte du centre de l'agglomération parisienne. Et concrètement, combien de temps de circulation entre Mantes et cette partie centrale à Paris ? On aura des temps de trajet qui dépendront du nombre d'arrêts, mais on sera sur des temps de parcours de l'ordre de 40 minutes. Donc ça sera effectivement une offre beaucoup plus soutenue aussi dans le sens de la contrepoint, ce qu'on appelle la contrepoint, donc le matin notamment pour venir de Paris ou des secteurs des Hauts-de-Seine vers le Montois. Et c'est donc notamment aussi très important pour l'offre qu'on est capable d'offrir aux employeurs qui sont dans ces secteurs-là. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette augmentation très sensible de l'offre. Et quand on augmente l'offre, on réduit les temps de parcours, puisque bien sûr, on a moins d'attente. Alors c'est un chantier avec 2 livraisons. D'abord le prolongement de 8 km en sous-sol d'Haussmann-Saint-Lazare à Nanterre qui doit ouvrir en 2022. Prolongement ensuite de 47 km jusqu'à Mantes-la-Jolie, lui qui est prévu pour 2024 pour cette mise en service. Est-ce que malgré la crise sanitaire qui on le sait a pu causer des retards sur sur beaucoup de chantiers, est-ce que les temps, les timings vont pouvoir être tenus ? Alors effectivement, on a été très impacté par la crise Covid et le premier confinement. Premier confinement, tous les chantiers sont arrêtés brutalement en 2 jours. On a eu un arrêt complet de toute la production sur nos chantiers. On a été un des premiers chantiers à reprendre dès le 6 avril. Donc entre le 17 mars et le 6 avril, il s'est écoulé à peine 3 semaines. On a eu des premières reprises très partielles au démarrage, une accélération à partir de mi-avril, et mi-juin, on était revenu quasiment à une production normale sur nos chantiers. Le deuxième confinement n'a pas eu d'impact sur notre production, et donc on a fait un très gros travail de consolidation de nos calendriers, voir quel était l'impact global de ces interruptions sur les travaux au global. On a bouclé cette analyse sur la section centrale, et donc ce qui était prévu est d'être mis en service fin 2022, donc le prolongement jusqu'à Nanterre sera mis en service mi-2023, et sur le service jusqu'à Mantes, on a pour l'instant, on est encore en travail de consolidation, mais on a maintenu la date de fin 2024, et donc ça fait partie des points qu'il faut encore qu'on consolide. On a eu beaucoup de perturbations sur certaines études en particulier, donc ça fait partie du travail qu'on est en train de faire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est tous très mobilisés pour la tenue des délais, et le démarrage du chantier, notamment dans le secteur de Mantes, où on a commencé les travaux du viaduc et des travaux importants et substantiels pour la création du futur atelier. Ces travaux ont bien démarré comme prévu. Alors, quelques mois de retard, on l'a compris. Justement, sur les travaux, vous parlez des travaux. Sur l'axe, on va dire, yvelinois, le prolongement vers l'ouest, on s'appuie davantage sur du réseau existant que l'on va consolider. Et à Paris, on a dû creuser de nouvelles voies, c'est ça, en termes de chantier ? Effectivement, le projet prévoyait une section nouvelle dans Paris, puisque aujourd'hui on n'avait pas d'infrastructure qui permettait de faire passer les trains. Et puis c'était une modernisation et une amélioration des infrastructures entre Nanterre et Mantes. Donc on utilise les infrastructures actuelles et on vient substituer les trains de la ligne J, on vient les remplacer par des RERE et un matériel beaucoup plus capacitaire, confortable, moderne, climatisé, avec des services dans ces trains qu'on n'a pas dans les trains actuels. Donc c'est une modernisation complète de l'offre en réutilisant l'infrastructure et en la modernisant. On a fait des gros travaux à Poissy pour augmenter la capacité de la gare de Poissy, c'est-à-dire pouvoir faire circuler davantage de trains et plus rapidement. Et on va faire la même opération à Mantes. Mantes, on va quasiment reconstruire la totalité des infrastructures ferroviaires du nœud de Mantes. Et cette amélioration qualitative de l'infrastructure va permettre d'augmenter le nombre de trains. Et c'est ce qu'on vise avec ce projet oui. Une dernière question sur le tronçon parisien. J'ai vu que les trains pourront circuler jusqu'à 120 km/h avec une fréquence beaucoup plus soutenue, c'est ça ? Exactement, des trains qui iront plus vite que les RER actuels. 120 km/h, ça c'est de loin la vitesse la plus importante sur le réseau RER. Et c'est également des trains qui ont une capacité d'accélération et de freinage plus importante. Et donc ça fait partie de la capacité. Et ça, on va aussi le retrouver dans le Montois avec des trains qui effectivement auront, on devait dire, une capacité à redémarrer plus vite et à gagner du temps. Donc c'est vraiment des trains très modernes qu'on va mettre en place. Et ça va également contribuer très fortement à l'amélioration du service dans la vallée de la Seine et jusqu'à Mantes. Merci Xavier Grus d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, merci. Directeur du projet EOL, je vous le rappelle, donc une arrivée prévue à Mantes-la-Jolie pour 2024. Il est possible de retrouver d'ailleurs les différents chantiers en cours et de suivre aussi le calendrier sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Un dernier mot de transport avant de parler d'autre chose. Il est désormais possible de disposer de son pass Navigo sur son smartphone. La fonctionnalité existait déjà sur les appareils Android et l'est depuis aujourd'hui sur les appareils iPhone. Vous pouvez donc désormais recharger ce pass virtuel avec différents forfaits, à la journée, au mois ou à l'année. Dans quelques semaines, il sera également possible d'acheter des tickets à l'unité directement avec votre téléphone. C'est une nouvelle étape vers la dématérialisation définitive du ticket de métro. 550 millions de ces bouts de cartons sont utilisés chaque année en France. Partons maintenant à la rencontre d'une créatrice. Sophie Fourmeau est tabajouriste. Elle est installée à Voisins-le-Bretonneux. En décembre dernier, l'Yvelinoise a reçu le trophée savoir-faire du concours Créatrice d'avenir, ce qui va lui permettre de pouvoir transmettre sa profession devenue rare. Mélanie Poquet. Vous avez la technique que je suis en train de réaliser, qui est la technique du contre-collé. Donc c'est de prendre un polyfane et contre-coller soit du tissu, soit du papier. L'émotion passée, Sophie Fourmeau a repris le chemin de son atelier. Mais ce prix est une reconnaissance et va lui permettre de s'agrandir et de transmettre sa passion. J'espère susciter des vocations. Alors soit des personnes qui veulent se reconvertir et pourquoi pas dans les abat-jours, ou alors des jeunes qui veulent faire des apprentissages. Donc ça j'aimerais bien. Parce que je recrute, montrer que les métiers d'art, c'est aussi des métiers qui commencent à mourir peu à peu. Mais il n'y a pas que nous, il y a aussi les fournisseurs. C'est aussi toute une chaîne. Après 15 années dans l'événementiel, Sophie veut travailler de ses mains. Passionnée d'un objet du quotidien inattendu, le pied de lampe, elle se dirige vers le métier d'abat-jouriste. Elle les crée avec du papier du Japon. Pour moi, c'est quelque chose d'assez magique. Et après, c'est construire un projet de lumière avec le client. Donc ils viennent avec leur pied de lampe. Le pied de lampe, il faut savoir que c'est un objet qui est très affectif. Le papier japonais, c'est un papier que je travaille depuis que je suis toute petite, puisque je fais de l'origami, depuis que je suis toute petite, ou du kirigami. Et ce qui me plaît dans le papier japonais, c'est les motifs en fait. Et chaque motif représente un motif qui se trouve sur les kimonos japonais, aussi bien hommes que femmes. Et chaque motif a une symbolique. Travaillant principalement pour les particuliers, Sophie Fourmeau souhaite s'ouvrir vers les professionnels. Grâce à ce prix, elle regarde vers l'avenir. Elle crée près de 1700 abat-jours par an. À Saint-Germain-en-Laye, l'ancienne gare de la Grande Ceinture connaît une nouvelle vie. L'un des étages du bâtiment a été investi voici peu par un espace de coworking. Son nom, La Ruche, pour permettre aux entrepreneurs de développer leurs idées. Présentation avec Bichente, mais rien sans Esteban. Ce mardi 19 janvier, vous auriez pu entendre un léger bourdonnement émanant de l'ancienne gare de la Grande Ceinture. Après plusieurs mois de travaux, la ruche de Saint-Germain-en-Laye a ouvert son nouvel espace de coworking. La ruche de Saint-Germain-en-Laye a deux activités principales. Une première activité, c'est du coworking. Donc on accueille des gens qui viennent travailler sur le lieu, qui profitent de tous les espaces qu'on a pensé comme un parcours d'innovation pour développer des projets autour du développement durable et de l'innovation sociale. Et puis on a des programmes d'incubation qui permettent à des entrepreneurs de profiter d'un accompagnement sur 3, 6 à 9 mois, d'accompagnement intensif pour développer et accélérer leurs projets. C'est un essaim de 50 entrepreneurs déjà, rassemblés pour butiner dans un étage divisé en 5 parties et suivant un certain parcours. Espace café, puis salle de co-création, de partage, de décision, pour amener au dernier palier. Et puis la dernière étape, pour s'envoler, on a imaginé une pitch room beaucoup plus grande qui permet de développer ses idées auprès de financeurs ou d'associés potentiels. On inaugure aujourd'hui, c'est le premier étage, alors qu'auparavant on était uniquement sur le rez-de-chaussée. C'est vrai que c'est assez agréable de découvrir ce nouvel espace. Pour les élus partenaires du projet, l'emplacement de ce nouveau centre d'activité n'a pas été laissé au hasard. Et on voulait que ce lieu s'implante au niveau de la gare de la Grande Ceinture, qui est un lieu historique, emblématique de l'histoire de la ville et qui retrouve dans un quartier, qui retrouve toute une nouvelle dynamique qui est en développement, et puis surtout le tram 13 qui est là, dont les travaux sont bientôt terminés. Et donc, voilà, il faut adosser l'activité et l'énergie à côté des moyens de transport et des moyens de transport doux. Un projet financé par plusieurs organismes publics et privés à hauteur de 600 000 € en tant qu'acteur majeur de développement économique.
Dans l'actualité, nous avons appris cette disparition hier. Catherine Rich est décédée lundi à l'hôpital Bichat après un malaise. Elle avait 88 ans. La comédienne, connue notamment pour sa carrière au théâtre, a été nommée à 6 reprises aux Molières et des rôles également à la télévision dans la série Les Grandes Familles ou encore au cinéma dans Va voir maman, papa travaille. Elle était l'épouse de Claude Rich, disparu en 2017. C'est d'ailleurs dans la même église que son défunt mari, Saint-Pierre et Paul d'Orgeval, que se dérouleront les obsèques ce vendredi à 15h. C'est un dossier à enjeu en vue des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Le moulin de Saint-Cyr, à proximité directe du site des épreuves équestres, doit être prochainement racheté et détruit. 2,3 millions d'euros ont été débloqués par l'État pour accompagner ce dossier. Bichente Merien-Santisteban. Construit en 1932, le moulin de Saint-Cyr doit prochainement être racheté et détruit. Pour cause, son esthétique ainsi que sa proximité avec le parc du château de Versailles, qu'un seul muret sépare. Dans le cadre de cette préparation des Jeux, tout le monde s'est rendu compte que ce moulin devait disparaître. D'abord parce que c'est vraiment le lieu où il y aura les épreuves d'équitation. Et donc, il faut qu'on ait quelque chose qui corresponde plus à la beauté du parc du château. Ce projet s'inscrit dans la rénovation de l'allée royale de Villepreux, où se trouve le site de l'Étoile Royale qui accueillera en 2024 les épreuves équestres des Jeux Olympiques de Paris. Le bâtiment devait d'abord être transformé en tiers-lieu, mais c'est finalement un parking de 150 places qui sera construit. C'est assez paradoxal, c'est que c'est les élus qui se sont mobilisés pour améliorer la situation, et qu'en fait l'État lui-même, une fois que les élus se mobilisaient, a mis la barre très haut. Il fallait détruire le bâtiment, car ils estimaient que ce bâtiment n'avait rien à faire ici. L'objectif est de dégager et mettre en valeur ce passage vers le parc du château afin que promeneurs et joggeurs puissent s'y rendre en se garant à proximité. Je crois que les habitants ils seront très contents d'avoir une perspective ouverte sur le château et qu'on crée une pression supplémentaire pour le château en disant bon, écoutez, cette entrée elle est naturelle, il faut l'exploiter. Parmi les autres plans de valorisation de cet espace, la future ligne 13 du tramway qui reliera Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr, un arrêt devant cette entrée du parc du château est prévu. Et puis elle, justement, rêve des JO 2024. La golfeuse Manon Gidali a réalisé à 27 ans l'une des meilleures saisons de sa carrière en 2020. La sportive s'entraîne régulièrement au club de la Boulie à Versailles. Son portrait par Mickaël Elmidoro. Trouver le bon mouvement, le bon dosage, régulièrement la golfeuse professionnelle Manon Gidali, 27 ans, répète ses gammes sur les parcours yvelinois et notamment sur celui du golf de la Boulie à Versailles, un cocon qu'elle a rejoint à l'âge de 14 ans. Ça a toujours été un grand club. Moi, je suis arrivée ici à l'âge de 14 ans et c'est vrai que le Racing, c'était le club sportif avec tous les bons espoirs. Et donc, j'étais vraiment ravie d'être accueillie ici et j'étais surtout très fière de pouvoir représenter le club en golfers, de pouvoir me battre pour les couleurs bleu ciel et blanc. Son apprentissage du haut niveau est également passé par les États-Unis. À 18 ans, la golfeuse part faire ses études dans l'université d'Arizona pendant 4 années. Un vrai plus selon cette fan de Tiger Woods. Quand je suis arrivée là-bas, c'était vraiment une autre dimension, c'est-à-dire que là-bas, les infrastructures, tout est mis en place pour le sportif, pour qu'il se sente bien, pour qu'il perfe. J'ai appris beaucoup de choses, surtout notamment par rapport à l'aspect un peu mental, l'aspect stratégique, très positif là-bas. C'était une belle expérience de vie. Une expérience bénéfique. En 2016, Manon Gidali passe professionnelle. Elle est aujourd'hui la 4e Française sur le Ladies European Tour après une année 2020 réussie. Là, j'ai eu 2 années qui ont été plutôt satisfaisantes. Là, cette année, je finis 33e européenne au ranking. Ça a été ma meilleure année depuis mon passage pro. Manon Gidali veut continuer sa progression pour accomplir ses rêves, participer un jour à une Solheim Cup, une compétition qui oppose l'Europe aux États-Unis. Manon Gidali aimerait également faire partie de l'aventure des Jeux Olympiques de 2024. Il va falloir gagner des tournois, il va falloir performer parce qu'il faut marquer pas mal de points au ranking mondial. Et le ranking mondial, malheureusement, quand on est en Europe, c'est dur de marquer des points par rapport au tournoi qui est aux États-Unis. Donc il va falloir perfer en Europe. Avant de penser aux Jeux Olympiques, Manon Gidali espère réussir sa rentrée sur le circuit européen en 2021. Objectif de sa saison, remporter une victoire et intégrer le top 15 en fin d'année. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, un nouveau numéro du 7-8 Société. En ce jour de l'ouverture des vœux sur Parcoursup, Mélanie Poquet posera une question à ses invités. L'orientation scolaire est-elle plus difficile en ces temps de Covid-19 ? C'est tout à l'heure. Belle soirée avec TV78.